famille a insisté pour que je donne mon bébé à ma sœur, qui ne pouvait pas concevoir. Pense à sa douleur, supplia ma mère. Tu es jeune, tu en auras d'autres, argumenta mon père. Ma sœur sanglotait. C'était sa seule chance d'être mère. Quand j'ai dit non, ils ont engagé des avocats pour déclarer que je n'étais pas apte. Ma réponse les a laissés livides. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille essaierait de me voler mon bébé. Et pourtant, me voilà, à 23 ans, enceinte de 8 mois, face à la demande la plus absurde que j'ai jamais entendue. Angela, tu dois réfléchir de manière rationnelle, dit ma mère, Karen, assise en face de moi dans mon petit appartement. Ses mains étaient crispées sur ses genoux, et sa voix prenait ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait être raisonnable, alors qu'elle avait totalement perdu la raison. Ma sœur Jennifer était assise à côté d'elle, les larmes coulant sur ses joues. À 32 ans, elle essayait d'avoir un enfant depuis 7 ans avec son mari Seayo. De nombreuses FIV, fausses couches et adoptions ratées les avaient laissés dévastés et ruinés. Mais ce qu'ils me demandaient dépassait tout entendement. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est, sanglota Jennifer. Chaque mois, j'espère, je prie, pour que mon cœur se brise encore. C'est ma seule chance d'être mère, Angela. Tu es jeune, tu auras d'autres bébés, dit mon père, Robert, en hochant gravement la tête près de la fenêtre. Ta sœur a traversé l'enfer, ma chérie. Tu as toujours été la plus forte. Pense à sa douleur. Je les observais, ma main allant instinctivement vers mon ventre rond, là où grandissait ma fille. Vous êtes vraiment en train de me demander d'abandonner mon bébé? On te demande de penser à la famille, dit ma mère d'une voix tremblante. Jennifer peut offrir à cet enfant tout ce dont il a besoin, un foyer stable, la sécurité financière, 2 parents qui désirent un bébé depuis des années. C'est moi la mère, dis-je, en élevant la voix. C'est mon enfant. Mais tu n'es pas mariée, coupa mon père. Tu travailles à 2 endroits juste pour garder ce petit appartement. Et le père n'est même pas dans le tableau. Comment ce serait juste pour le bébé? Je suis tombée enceinte après une brève relation avec David, un garçon avec qui je suis sortie pendant 3 mois, avant qu'il ne décide que la paternité n'était pas pour lui et qu'il disparaisse. Oui, je suis jeune et célibataire, mais cela fait des mois que je me prépare pour ce bébé. J'ai lu tous les livres de puériculture possibles, aménagé un petit coin pour bébé dans mon studio, et fait des heures supplémentaires pour économiser. Je peux subvenir aux besoins de ma fille, affirmai-je fermement. Avec quel argent? Intervint Jennifer, dont les larmes cessèrent soudainement. Tu gagnes à peine plus que le salaire minimum. Moi, j'ai un master. Une maison avec une chambre d'enfant déjà prête, des comptes d'épargne. Qui gagne à 6 chiffres? Nous pouvons offrir à cet enfant la vie qu'il mérite. La façon dont elle a dit « cet enfant » au lieu de « ton bébé » m'a glacé le sang. Elle s'appelle Lua, dis-je calmement, et elle reste avec moi. Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Le visage de ma mère se tordit et elle se mit à pleurer. Mon père avait l'air déçu, comme il l'avait toujours été à chacun de mes faux pas d'enfance. Mais c'est l'expression de Jennifer qui m'a réellement inquiétée. Un calcul froid derrière ses larmes. Tu es égoïste, dit-elle d'une voix soudain ferme. Tu condamnes cet enfant à la pauvreté par pur égoïsme. Je garde ma fille parce qu'elle est à moi, répliquai-je. Cette conversation est terminée. Veuillez partir. Ils sont partis, non sans que ma mère ne me tende un document intitulé Y. Chérie, c'est pour le bien de tout, disait le papier. Il contenait les informations financières de Jennifer et Seayo, relevés bancaires, fiches de paie, estimation de leur maison. Ils étaient venus préparer. Les 2 semaines suivantes, la pression fut implacable. Appels téléphoniques tous les jours, visites surprises, messages de parents éloignés recrutés pour leur cause. Ma tante Carole m'a appelé pour me parler des sacrifices de Jennifer. Mon cousin Mike m'a envoyé des articles sur les mères célibataires vivant dans la pauvreté. Ma grand-mère, ma propre grand-mère, m'a dit que j'étais têtue et cruelle. Jennifer a commencé à apparaître à mon travail, un petit restaurant où j'étais serveuse. Elle s'asseyait dans ma section, commandait un café et parlait des petits vêtements de bébé qu'elle avait achetés, de la manière dont elle avait déjà installé le siège auto, des cours de soins au nouveau-né qu'elle suivait. Ma patronne, Madame Chen,
m'a demandé si tout allait bien à la maison. Des histoires de famille, ai-je répondu, sans savoir que le pire restait à venir. Le point de rupture est arrivé lorsque j'ai trouvé Jennifer dans la buanderie de mon immeuble, fouillant dans mes affaires. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? L'ai-je demandé. Elle a levé les yeux, tenant un petit pyjama que j'avais acheté. Ils sont si petites, dit-elle, songeuse. Je voulais juste aider à plier les vêtements du bébé, me sentir connectée. Tu es entrée par effraction dans ma buanderie. La porte était ouverte, répondit-elle, mentant. Langela, s'il te plaît, je t'en supplie. Je paierai tous tes frais médicaux, toutes tes dépenses, tout ce dont tu as besoin. Laisse-moi juste l'élever. Sors d'ici. Ai-je ordonné immédiatement. Elle s'est levée lentement, toujours en tenant le pyjama. Tu fais une erreur. Ce bébé mérite mieux que ce que tu peux lui offrir. Ce bébé est ma fille, et tu dois rester loin de nous. Le masque de Jennifer est tombé un instant, et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, un regard de droit absolu, comme si lui appartenait. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. À 38 semaines de grossesse, j'étais épuisée, enflée, et impatiente de rencontrer ma fille. Ce à quoi je n'étais pas préparée, c'était à la lettre recommandée qui est arrivée un mardi matin. À l'intérieur, un document juridique qui m'a fait trembler les mains, une demande de garde d'urgence, déposée par Jennifer et CIO Thompson, affirmant que j'étais une mère inapte et que le bien-être de ma fille à naître était en danger. Les accusations étaient brutales. La mère ne dispose pas d'un logement adéquat pour un enfant. L'emploi de la mère est instable et insuffisant pour subvenir aux besoins d'un nourrisson. La mère a montré des signes d'instabilité mentale et de comportement erratique. La mère n'a pas de réseau de soutien et a refusé l'aide raisonnable de sa famille. Le père biologique a abandonné l'enfant, ce qui démontre un mauvais jugement dans le choix du partenaire. En bas du document figurait l'entête du cabinet d'avocats Lucaken Associates, l'un des plus chers de la ville, spécialisé en droit de la famille. J'ai composé le numéro inscrit sur la lettre avec les doigts tremblants. Nous représentons Madame Thompson dans cette affaire, dit froidement la réceptionniste. Il demande la garde d'urgence de l'enfant dans un environnement familial plus approprié. Le bébé n'est même pas encore né. Justement, nous faisons preuve de prévoyance. Maître Lucas aimerait organiser une réunion pour discuter de l'abandon volontaire de vos droits parentaux. Ce serait beaucoup plus simple pour toutes les parties. J'ai raccroché et commencé immédiatement à appeler tous les avocats que je pouvais trouver. Les réponses étaient les mêmes, il me fallait au moins $5 000 en avance. La plupart demandaient encore plus. Et tous étaient complets pour le mois suivant. Un avocat a eu l'honnêteté de me dire que faire face au cabinet Lucaken Associates exigerait des ressources importantes que, clairement, je n'avais pas. Ce soir-là, mes parents se sont présentés à ma porte avec Jennifer et CIO. Nous devons parler, dit mon père. À propos du procès contre moi? Il n'y a rien à discuter. Ça ne doit pas devenir un procès, dit CIO, prenant la parole pour la première fois. C'était un homme grand et mince, les cheveux parfaitement coiffés, vêtu d'un costume hors de prix. Nous sommes prêts à te faire une offre intéressante. Il m'a tendu un chèque. Mes yeux se sont agrandis en voyant le montant, $50 000. Et ce n'est qu'un début, poursuivit-il. Nous paierons tous tes frais médicaux, nous te donnerons de l'argent pour un nouvel appartement, nous t'aiderons à recommencer ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est signer les papiers. Tu essaies d'acheter mon bébé. Nous essayons d'aider tout le monde, répondit Jennifer. Tu gagnes la sécurité financière, Lua a une famille stable, et nous réalisons enfin notre rêve de devenir parents. C'est parfait. Sortez tous de mon appartement. Ai-je crié. Ma mère fit un pas en avant. Langela. Ma chérie, sois raisonnable. Tu ne peux pas te battre contre ça. Ils ont des avocats, de l'argent, des contacts. Toi, tu n'as rien. Ne te lance pas dans une bataille judiciaire que tu ne peux pas gagner. Je vais me battre quand même. Mon père secoua la tête, tristement. Dans ce cas, tu vas tout perdre. Y compris Lua. Au moins, de cette façon, tu repartirais avec quelque chose.
Après leur départ, je me suis effondrée sur mon vieux canapé et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes larmes cessent de couler. Ils avaient raison sur un point, je n'avais vraiment pas les moyens de me battre contre eux. Mais je préférais aller en enfer plutôt que de leur remettre ma fille. Le désespoir m'a conduite au service d'aide juridique, où j'ai rencontré Maria Santos, une femme d'une quarantaine d'années, au regard fatigué, travaillant dans un bureau exigu, envahi par des piles de dossiers. « Je vais être honnête avec vous », dit-elle après avoir examiné mon dossier. « Ce sera difficile. Les Thompson ont une équipe juridique puissante, et leurs accusations ne sont pas totalement infondées. Vous êtes jeune, célibataire, et vous avez des difficultés financières. Aux yeux du tribunal, ce n'est pas une raison automatique pour retirer la garde, mais ce n'est pas l'idéal non plus. » Elle se pencha alors en avant. « Mais quelque chose me dérange dans cette affaire. » « Quoi donc ? » ?»« Le fait qu'ils aient demandé la garde avant même que le bébé soit né. La manière dont ils t'ont harcelé. Et surtout, cette tentative évidente d'acheter tes droits de mère. » Elle prit un bloc-notes. « Raconte-moi tout depuis le début. » J'ai passé 2 heures à lui décrire chaque conversation, chaque visite, chaque message. Maria notait tout avec attention. « Tu as des preuves de tout ça ? » ?»« En partie, oui. J'ai des messages, le chèque qu'ils m'ont donné, et des photos de Jennifer fouillant mes affaires à la buanderie. » Les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Des photos ? Tu as pris des photos d'elle en train de fouiller dans tes affaires ? » J'ai trouvé étrange qu'elle touche aux vêtements de bébé. « L'Angela, ça pourrait être crucial. Tu as autre chose ? » Je lui ai montré tout, capture d'écran des messages de ma famille me faisant pression, un enregistrement audio fait en cachette lors d'une visite de Jennifer au restaurant, et même les documents financiers que ma mère m'avait donnés. Ils étaient vraiment préparés, murmura Maria en feuilletant les relevés bancaires. Puis elle me regarda, avec ce qui ressemblait à du respect. « Les toi aussi, apparemment. Tu as documenté leur harcèlement sans même t'en rendre compte. C'est suffisant ? C'est un bon début. Mais il faut que tu comprennes une chose, même si on gagne cette bataille juridique, ta relation avec ta famille risque d'être brisée à jamais. » Je posai ma main sur mon ventre, sentant Lua bouger à l'intérieur de moi. Ils ont détruit cette relation dès l'instant où ils ont essayé de me prendre ma fille. Lua Grace Morrison est née un jeudi pluvieux, à 3h47 du matin. Elle pesait un peu plus de 3 kilos, et elle était parfaite. De minuscules doigts serrant les miens avec une force surprenante, des cheveux noirs comme ceux de son père, et des yeux qui semblaient tout absorber autour d'elle. J'ai demandé au service de sécurité de l'hôpital d'empêcher ma famille d'entrer, mais Jennifer a appris la naissance et s'est présentée quand même. « Je veux juste voir ma nièce », supplia-t-elle à l'infirmière à la réception de la maternité. Depuis ma chambre, j'ai entendu la conversation. « Je suis désolée », répondit fermement l'infirmière. La mère a laissé des instructions claires, aucun membre de la famille n'est autorisé à entrer. C'est insensé. C'est la fille de ma sœur qui est là-dedans. La voix de Jennifer monta, mais l'infirmière resta calme et ne céda pas. Madame, je vais devoir vous demander de partir, ou j'appelle la sécurité. 1 heure plus tard, mes parents sont arrivés. Ma mère pleurait déjà avant même de me voir. S'il te plaît, Angela. Supplia-t-elle à travers la porte entr'ouverte. Laisse-nous rencontrer notre petite fille. Tout cela est allé trop loin. Vous auriez dû y penser avant d'engager des avocats pour essayer de m'enlever ma fille. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ce qu'il y a de mieux pour Lua, c'est d'être avec sa mère. Ce qu'il y aurait eu de mieux pour moi, c'est d'avoir une famille qui me soutienne, pas qui tente de me voler mon bébé. Mon père avait l'air épuisé, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Nous n'avons jamais voulu que les choses en arrivent là. Mais elles y sont arrivées. Et maintenant, vous allez devoir en affronter les conséquences. Ils sont partis sans voir Lua. J'ai passé les 2 jours suivants à l'hôpital à créer des liens avec ma fille, à apprendre à l'allaiter, et à m'émerveiller devant ce petit être humain que j'avais créé. L'audience pour la garde temporaire fut fixée lorsque Lua aurait 3 semaines. Je me suis assise dans la salle d'audience avec Maria à mes côtés, tenant ma fille endormie dans les bras. De l'autre côté,
Jennifer et CIO étaient accompagnés de 3 avocats en costume hors de prix. La juge Patricia Williams, une femme stricte d'environ 60 ans, avait tout vu dans le tribunal de la famille. Elle examina attentivement les documents avant de poser les yeux sur nous deux. « C'est très inhabituel », commença-t-elle. « Nous sommes ici aujourd'hui parce que les demandeurs affirment que cet enfant est en danger avec sa mère biologique et devrait être placé sous leur garde. Madame Morrison, je comprends que vous vous opposez à cette requête ? Oui, votre honneur. Cette fille est la mienne. » L'avocat principal de Jennifer, Maître Lucas, était un homme élégant qui parlait avec une autorité assurée. Votre honneur, bien que nous comprenions le désir de Madame Morrison d'élever sa fille, la réalité est qu'elle ne peut pas offrir un environnement stable et sécurisé. Elle vit dans un studio mal équipé, occupe des emplois précaires sans avantages sociaux, et n'a aucun soutien familial en raison de son comportement irrationnel. Il présenta des preuves, des photos de mon minuscule appartement, mes fiches de paie, des relevés bancaires montrant mes économies limitées. De plus, continua-t-il, Madame Morrison a montré des comportements préoccupants, paranoïaques, hostiles envers une famille qui ne voulait que l'aider. Mes clients, eux, peuvent offrir à cet enfant tout ce dont elle a besoin, sécurité financière, foyer aimant et des parents qui se préparent depuis des années. Quand ce fut le tour de Maria, elle se leva avec une calme assurance. Votre honneur, ceci n'est pas une affaire de négligence, c'est une affaire de coercition et de harcèlement. Madame Morrison a 23 ans, s'est préparée de manière responsable à devenir mère, a maintenu un emploi stable et a trouvé un logement adapté pour elle et sa fille. Elle présenta alors un dossier de preuves. Ce que les demandeurs ne disent pas, c'est qu'ils ont passé des mois à faire pression, harceler et tenter de forcer Madame Morrison à abandonner ses droits parentaux. Maria montra les messages, l'enregistrement audio au restaurant, les photos de Jennifer fouillant dans mes affaires, et surtout, le chèque de 50 000 $. Il ne s'agit pas ici du bien-être de l'enfant, conclut Maria. Il s'agit d'adultes qui pensent que l'argent et le désespoir leur donnent le droit sur le bébé d'une autre femme. La juge Williams étudia les documents pendant de longues minutes. Lua bougea dans mes bras, poussant de petits sons qui me serrèrent le cœur avec un amour féroce. Je demande une enquête complète, déclara enfin la juge. Les services sociaux effectueront des visites à domicile dans les 2 foyers, et un avocat pour l'enfant sera nommé afin de représenter ses intérêts. En attendant, l'enfant restera avec sa mère biologique. C'était une petite victoire. Mais en quittant la salle, je vis la rage dans les yeux de Jennifer. L'assistante sociale, Jeannette Patterson, était une femme pragmatique, habituée aux visites à domicile depuis 15 ans. Elle a visité mon appartement un mardi matin, prenant des notes tout en observant mon studio. « C'est petit », remarqua-t-elle. « Mais c'est propre, et il y a tout ce dont Rory a besoin », répondis-je en lui montrant le petit coin que j'avais préparé comme chambre de bébé, un berceau, une table à langer, un fauteuil d'allaitement, des étagères avec des couches, des vêtements et des jouets. Jeannette m'a observé pendant que je nourrissais Lua, changeais sa couche et jouais avec elle. Elle m'a posé des questions sur mes horaires de travail, mes plans de garde pour le bébé et mon réseau de soutien. Ma situation familiale est compliquée en ce moment, ai-je admis. Mais j'ai des amis qui m'aident. Madame Rodriguez adore Lua. J'ai adapté mes horaires de travail aux besoins de ma fille. J'ai également expliqué que le père, David, n'était pas impliqué par choix, mais que Lua et moi allions très bien ainsi. Jeannette est restée 2 heures avec nous, et quand elle est partie, je me suis sentie prudemment optimiste. 3 jours plus tard, elle rendit visite à Jennifer et CIO dans leur maison, une résidence coloniale de 4 chambres, située dans un quartier huppé, avec une chambre de bébé entièrement décorée, prête depuis des années. Je n'ai découvert les conclusions de Jeannette qu'une semaine plus tard, quand Maria m'a appelé. Le rapport de l'assistante sociale est intéressant, dit Maria. Ton logement est décrit comme modeste mais adapté, avec des preuves claires de préparation à l'arrivée d'un enfant. Lua a été jugée en bonne santé, alerte, et avec un lien évident avec toi. Ça a l'air très positif, répondis-je. Oui, mais il y a autre chose. Jeannette a exprimé des inquiétudes concernant certaines attitudes des Thompson. Quel genre d'inquiétude ? Demandai-je, le cœur battant plus vite. Apparemment,
Jennifer a montré ce que Jeannette appelle un attachement préoccupant envers un enfant qui n'est pas le sien. Elle appelait constamment Lua « mon bébé » et « ma fille ». Quand Jeannette l'a corrigée, Jennifer s'est mise sur la défensive et a commencé à se disputer. Mon estomac se noie. Les CIO ? Moins impliqués, mais il a fait plusieurs commentaires sur l'investissement qu'ils avaient fait dans cette situation, disant qu'ils avaient trop dépensé pour abandonner maintenant. Jeannette a conclu que leur motivation semblait davantage être le désir d'avoir un bébé, n'importe lequel, plutôt que le bien-être réel de Lua. Et maintenant, que se passe-t-il ? L'avocat de l'enfant doit encore présenter son rapport. Ensuite, nous aurons l'audience finale. Mais Angela, je pense que nous avons réellement une chance de gagner. Mais Jennifer et CIO n'étaient pas prêts à abandonner sans se battre. Dans les semaines suivantes, ils ont intensifié les attaques d'une manière qui m'a fait remercier d'avoir tout documenté. Ils ont engagé un détective privé qui me suivait au travail, au supermarché, chez le pédiatre de Lua. Ils ont commencé à appeler mes patrons, prétendant être des proches inquiets, disant que je négligeais mon bébé. Quand cela n'a pas marché, ils ont tenté de me faire expulser. Ils ont appelé ma propriétaire pour faire de fausses plaintes concernant du bruit et des dégâts dans l'appartement. Mais leur plus grosse erreur fut d'essayer d'impliquer directement les personnes proches de moi. Madame Chen, ai-je dit à ma responsable après le service un soir. J'ai besoin de vous parler de ce qui se passe. Je lui ai expliqué le conflit pour la garde, le harcèlement de Jennifer, et le détective qui prenait des photos de moi au travail. Elle a écouté attentivement et a dit, pensive. Cette femme est venue au restaurant hier. Elle a dit qu'elle était ta sœur. Elle m'a posé plein de questions sur toi et le bébé, voulait savoir si tu semblais fatigué, si tu amenais le bébé au travail, si tu disais être dépassé. Et qu'avez-vous répondu ? Madame Chen a souri. J'ai dit que tu étais l'une de mes meilleures employées. Toujours ponctuelle, excellente avec les clients, responsable. Et j'ai aussi dit que dans mon pays, on respecte les mères qui se battent pour leurs enfants. Son visage s'est durci. Son expression est devenue grave. Je n'aimais pas cette femme. Elle dégageait une mauvaise énergie. Des conversations similaires ont eu lieu avec mes autres employeurs, mes voisins, même la caissière du supermarché où je faisais mes courses régulièrement. L'enquête de Jennifer et CIO était tellement évidente et intrusive qu'elle a fini par se retourner spectaculairement contre eux. Mais ce qui m'a vraiment fait comprendre la gravité de la situation, c'est l'appel du pédiatre de Lua. La docteure Rebecca m'a appelé juste après leur visite. L'Angela, il faut que vous sachiez qu'un couple prétendant être les tuteurs de Lua est venu aujourd'hui à mon cabinet pour demander l'accès à ses dossiers médicaux. Un frisson me parcourut le dos. Qu'avez-vous répondu ? Que seuls les tuteurs légaux ou les personnes expressément autorisées par vous pouvaient y accéder, et qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils sont devenus très agités et ont affirmé être engagés dans une procédure de garde. Jennifer a même exigé que je rédige un rapport disant que Lua présentait des signes de négligence ou de mauvais traitement. Mon Dieu, bien sûr que j'ai refusé. Lua est un bébé parfaitement sain et bien soigné. Mais Angela, ces gens sont désespérés, et les personnes désespérées peuvent devenir dangereuses. Vous devez faire attention. Ce soir-là, j'ai appelé Maria avec le rapport de la docteure en main. Ils sont en train de creuser leur propre tombe, dit Maria, satisfaite. Tentez d'accéder aux dossiers médicaux d'un enfant sans autorisation, harceler vos employeurs, vous suivre, et que tout cela soit documenté dans notre dossier, la juge ne va pas apprécier cette stratégie. Le retournement de situation est venu d'une source inattendue, le propre frère de CIO, Daniel Thompson. Il m'a appelé un jeudi soir, alors que je donnais le bain à Lua. C'est bien Angela Morrison ? Oui. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Daniel Thompson. CIO Thompson est mon frère. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Si c'est pour me convaincre. Non, me coupa-t-il, je vous appelle pour m'excuser, et pour vous prévenir. J'ai délicatement sorti Lua de l'eau et l'ai enveloppée dans une serviette avant de m'asseoir. Je ne comprends pas. Votre frère est marié à Jennifer. Jennifer rêve d'avoir un bébé depuis des années, mais ces derniers mois, la situation est devenue inquiétante. Elle a acheté des vêtements et des meubles de bébé.
Elle parle de Lua comme si c'était sa propre fille. Mon cœur s'accéléra. Elle voulait que vous n'existiez pas. Elle est persuadée que vous êtes juste une mère porteuse, que Lua devrait être sa fille. Elle a même parlé de faire de fausses déclarations à la protection de l'enfance, disant que vous prenez des drogues. Elle a aussi... Il s'interrompit. Aussi quoi? Elle a envisagé d'enlever Lua pendant que vous étiez au travail. Seayo a dû cacher les clés de la voiture la semaine dernière parce qu'elle prévoyait d'aller chez vous. Je me suis senti mal. Pourquoi me dites-vous tout cela? Parce que moi aussi j'ai une fille, et ce qu'ils font est mal. Et parce que vous devez savoir qu'ils ne s'arrêteront pas, même s'ils perdent la bataille judiciaire. Jennifer est convaincue que le système est corrompu, que vous avez d'une manière ou d'une autre retourné tout le monde contre elle. Que dois-je faire? Documentez tout ce que je viens de vous dire, et soyez prudente. J'aime mon frère, mais il est tellement désespéré de rendre Jennifer heureuse qu'il a complètement perdu le sens des réalités. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Maria et tout raconté. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Angela, je pense qu'il faut appeler la police. On a dépassé le harcèlement, cela devient une véritable traque avec des menaces potentielles. Le lendemain matin, je suis allée au commissariat pour déposer une plainte. L'agent Martinez a écouté mon témoignage et examiné tous les documents avec une inquiétude croissante. C'est un schéma clair de comportement de plus en plus agressif, dit-il. On ne peut pas arrêter quelqu'un uniquement sur la base de ce que son frère t'a dit, mais on va renforcer les patrouilles dans ton quartier et créer un dossier officiel, au cas où la situation empirerait. Ce soir-là, j'ai remarqué une voiture garée devant mon immeuble, avec Jennifer à l'intérieur, fixant simplement mes fenêtres. Quand j'ai appelé la police, elle est partie avant leur arrivée, mais l'agent Martinez a consigné un nouveau rapport. Là, elle teste les limites, m'a-t-il expliqué. Ce genre de comportement s'aggrave souvent à l'approche d'une audience importante. Tu as un autre endroit où aller? J'ai secoué la tête. C'est chez moi. Je ne devrais pas avoir à me cacher de ma propre famille. Mais cette nuit-là, j'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit dans le couloir. Le tribunal était bondé pour l'audience finale de garde. Mes parents s'étaient assis derrière Jennifer et Seayo, tandis que mes rares soutiens Madame Chen, ma voisine Madame Rodriguez et la Dr Chang étaient assis derrière Maria et moi. L'avocate de la protection de l'enfance, Suzanne Walsh, présenta son rapport en premier. C'était une femme calme et professionnelle, qui avait passé des semaines à enquêter sur les deux foyers. Madame la juge, après une enquête approfondie, je conclus que Lua Morrison est un bébé en bonne santé, bien soigné, ayant développé des liens solides avec sa mère biologique. Madame Morrison a fait preuve de compétences parentales suffisantes et a assuré les soins nécessaires malgré des ressources financières limitées. Elle marqua une pause pour consulter ses notes. Toutefois, j'ai de sérieuses inquiétudes concernant le comportement des demandeurs tout au long de cette procédure. Leurs actions suggèrent une obsession malsaine d'obtenir cet enfant en particulier, et non une véritable préoccupation pour son bien-être. L'avocat de Jennifer se leva. Objection, Madame la juge. La juge Williams répondit fermement. Maître Lucas, asseyez-vous. Continuez, Maître Walsh. Les demandeurs se sont livrés à un harcèlement systématique de la mère biologique, ont tenté d'accéder aux dossiers médicaux de l'enfant sans autorisation, et ont tenu des propos indiquant qu'ils considéraient cet enfant comme leur propriété, et non comme une personne ayant des droits et des besoins propres. Maria se leva pour notre présentation. Madame la juge, nous avons des preuves supplémentaires apparues depuis la dernière audience. Elle présenta la déclaration de Daniel Thompson, les rapports de police, les documents concernant le détective privé, ainsi que les témoignages de mes employeurs et de la pédiatre de Lua. Ce que nous voyons ici, c'est un schéma de comportement de plus en plus agressif qui soulève de sérieuses questions quant au discernement et à la stabilité émotionnelle des demandeurs. Il ne s'agit pas ici de fournir un meilleur foyer à cet enfant. Ce sont deux adultes qui pensent que leur désir d'avoir un enfant leur donne le droit d'en arracher un à sa mère biologique. La plaidoirie de Maître Lucas était désespérée et de plus en plus agressive. Il a attaqué mon âge, ma situation financière, mon statut marital et mon refus de penser au bien-être de l'enfant. Mais lorsque Jennifer a commencé à parler, tout s'est effondré pour eux.
Madame Thompson, dit Maria lors du contre-interrogatoire, vous avez appelé Lua, votre fille, à plusieurs reprises au cours de cette procédure. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Je me sens simplement tellement connectée à elle. Je me suis préparée à ça depuis si longtemps. Mais elle n'est pas votre fille, n'est-ce pas? Le calme de Jennifer se brisa. Elle devrait l'être. Je peux tout lui offrir. Angela ne se rend pas compte de ce qu'elle a. Elle ne comprend pas la chance qu'elle a d'être mère de son propre enfant, la chance de tomber enceinte si facilement. Sa voix monta. Vous savez ce que j'ai enduré? Les traitements, les médicaments, les déceptions mois après mois. Et elle tombe enceinte par accident et refuse même de l'aide. Madame Thompson, la mère biologique de Lua a-t-elle déjà dit qu'elle ne voulait pas être mère? Demanda Maria. Jennifer hésita. Eh bien, non. A-t-elle déjà négligé Lua d'une quelconque manière? Pas exactement. A-t-elle déjà exprimé le souhait de renoncer à ses droits parentaux? Jennifer resta silencieuse. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. A-t-elle jamais exprimé le désir de renoncer à sa fille? Non, murmura Jennifer. Maria se tourna vers la juge. Madame la juge, je pense que Madame Thompson a défendu notre cause mieux que nous n'aurions pu le faire. La juge Williams marqua une brève pause avant de rendre sa décision. Je me suis assise dans le couloir, Lua dans les bras, essayant de rester calme alors que mon cœur battait à tout rompre. Lorsque nous sommes revenus dans la salle d'audience, la juge Williams semblait fatiguée, mais déterminée. Je suis juge aux affaires familiales depuis 18 ans, commença-t-elle, et j'ai vu de nombreuses affaires de garde difficiles. Mais rarement ai-je vu des motivations aussi clairement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. Jennifer se mit aussitôt à pleurer. Vous êtes jeune et avez des ressources financières limitées, poursuivit la juge. Dans d'autres circonstances, cela pourrait m'inquiéter. Cependant, vous avez démontré des compétences parentales solides, un lien sain avec votre fille et une préparation responsable à la maternité. Je retins mon souffle. Souhaitez-vous que je continue la traduction de la décision finale de la juge? Mais encore, poursuivit la juge, vous avez démontré un amour et une préoccupation sincères pour le bien-être de votre fille, plutôt que de la considérer comme un objet à obtenir. Madame Thompson, bien que je compatisse à vos difficultés liées à l'infertilité, votre comportement durant toute cette procédure a été profondément préoccupant. La voix de la juge se fit plus ferme. Tenter de forcer une jeune mère à renoncer à son enfant, le harcèlement, la tentative non autorisée d'accéder aux dossiers médicaux, et cette idée clairement exprimée que cet enfant vous appartiendrait démontre un manque fondamental de respect tant envers la loi qu'envers l'intérêt supérieur de l'enfant. Jennifer sanglotait désormais, tandis que CIO restait impassible. La demande de garde est rejetée. Lua Morrison restera sous la garde de sa mère biologique, Angela Morrison. En outre, j'émets une ordonnance restrictive interdisant aux demandeurs de contacter Madame Morrison ou sa fille, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Le marteau frappa avec fermeté. Sur le parking après l'audience, mes parents se sont approchés de moi une dernière fois. L'Angela, dit ma mère, la voix brisée. Nous n'avons jamais voulu que cela se passe ainsi. Nous voulions juste aider Jennifer. En essayant de me prendre ma fille? Mon père semblait plus vieux que jamais. On pensait que ce serait mieux pour tout le monde. Jennifer était désespérée, et tu semblais si jeune. J'étais jeune. Mais pas incompétente. Vous croyez qu'un jour je pourrais vous pardonner? Demanda ma mère. Je regardais Lua, paisiblement endormie dans son siège auto, inconsciente du drame qui avait marqué ses premiers mois de vie. Peut-être un jour, répondis-je honnêtement. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ma fille et reconstruire ma vie, loin des gens qui pensent avoir le droit de décider ce qui est mieux pour nous. Jennifer et CIO passèrent près de nous alors que nous parlions. Jennifer pleurait encore, et à travers la vitre, je la vis regarder Lua avec une expression de désir pur, ce qui me fit remercier intérieurement l'existence de cette ordonnance restrictive. Ce soir-là, seule dans mon appartement avec Lua, je me suis enfin autorisée à pleurer non pas de tristesse, mais de soulagement et d'épuisement. Nous avions gagné, mais cette victoire avait d'un goût amer pour une mère. J'avais perdu ma famille, mais j'avais sauvé ma fille.
Dans les mois qui suivirent, je me concentrai sur la construction d'une nouvelle vie pour moi et Lua. Madame Chen me promut au poste d'adjointe de direction au restaurant, ce qui signifiait un meilleur salaire et une assurance santé. Je m'inscrivis à des cours du soir pour terminer mes études, et Madame Rodriguez gardait Lua pendant mes heures de classe. L'ordonnance de restriction resta en vigueur. Jennifer et CIO n'essayèrent plus de nous contacter. J'appris, par des connaissances communes, que Jennifer suivait une thérapie, et que leur mariage souffrait du stress causé par leur défaite judiciaire. Mes parents firent quelques tentatives de rapprochement. Des cartes pour le premier anniversaire de Lua, des cadeaux de Noël laissés chez Madame Rodriguez, des messages demandant des nouvelles de Lua. Je n'étais pas prête à répondre à la plupart d'entre eux, mais je ne jetais pas non plus les cadeaux. La véritable surprise vint 6 mois après le jugement, quand Daniel Thompson me rappela. Je voulais t'informer que CIO et Jennifer vont divorcer, dit-il. Malgré tout, je ressentis une pointe de tristesse. Je suis désolée de l'apprendre. Jennifer a suivi une thérapie intensive. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée pour ce qu'elle t'a fait subir. Elle sait maintenant que ce qu'elle a fait était mal. J'apprécie cela. Et une dernière chose. Jennifer voulait que tu saches qu'elle et CIO ont dépensé près de 80 000 $ dans cette bataille pour la garde honoraire d'avocats, détectives privés. Tout cela a vidé leurs économies. Je restai silencieuse un instant. Je ne suis pas surprise. La vérité, c'est qu'ils auraient pu utiliser cet argent pour une adoption, pour d'autres traitements de fertilité, pour une thérapie afin de traiter leurs propres blessures. Mais à la place, ils ont tout gaspillé à essayer de me prendre mon enfant. Après cet appel, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié pour Jennifer. Son désespoir lui avait coûté non seulement de l'argent, mais aussi son mariage, sa relation avec la famille et probablement sa santé mentale. Lorsque Lua a eu 18 mois, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai écrit une lettre à mes parents, maman et papa. Je sais que cela peut vous surprendre, mais j'ai beaucoup réfléchi au pardon et à la famille ces derniers temps. Ce que vous avez fait était mal. Profondément, fondamentalement mal. Vous avez essayé de m'enlever ma fille, vous avez soutenu la revendication d'une autre personne sur elle et participé à une campagne de harcèlement qui aurait pu détruire nos vies. Mais je sais aussi que vous avez agi par amour, un amour mal dirigé, pour Jennifer, et je crois sincèrement que vous pensiez bien faire. Vous aviez tort, mais vos intentions n'étaient pas malveillantes. Lua grandit bien. Elle marche déjà, dit quelques mots et a le rire le plus contagieux que vous puissiez imaginer. Elle mérite de connaître ses grands-parents. Si vous êtes prêt à respecter mes limites et à reconnaître que je suis sa mère et la seule personne à pouvoir prendre des décisions pour elle, vous pouvez venir dîner dimanche prochain. Mais je dois être très claire. Toute tentative de miner mon rôle de mère, toute suggestion selon laquelle Lua serait mieux avec quelqu'un d'autre, tout contact avec Jennifer au sujet de Lua, et vous ne nous reverrez jamais. Le choix vous appartient. L'Angela. Ils sont venus dîner. Papa a pleuré en tenant Lua pour la première fois, et maman n'a cessé de s'excuser jusqu'à ce que je lui demande d'arrêter. C'était étrange, émouvant et compliqué, mais c'était un début. Jennifer ne m'a jamais contacté directement, mais d'après Daniel, elle avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes, et envisageait de devenir famille d'accueil pour des enfants plus âgés ayant besoin d'un foyer temporaire. 2 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme en gestion d'entreprise. Lua, maintenant âgée de 3 ans, était assise dans le public avec mes parents, Madame Chen, Madame Rodriguez, et mon nouveau compagnon, Alex, un homme doux et stable, qui aime Lua comme si elle était sa propre fille. Après la cérémonie, pendant que nous prenions des photos, mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. J'ai vu ton annonce de remise de diplôme dans le journal. Félicitations. Tu avais raison. Lua t'appartient. J'espère que vous serez heureuses toutes les deux. J'ai montré le message à Alex, qui l'a lu attentivement. Tu vas répondre ? Me demanda-t-il. J'ai regardé Lua, qui poursuivait des bulles de savon que Madame Rodriguez soufflait, en riant de bonheur. Elle était en bonne santé, heureuse, épanouie, et savait qu'elle était aimée inconditionnellement par les personnes qui comptent vraiment. Non, ai-je répondu. Je crois que tout a déjà été dit.
6 mois plus tard, j'ai ouvert mon propre restaurant, avec Madame Chen comme associée. Nous l'avons appelé l'UAS Kitchen. Et oui, ma fille de 3 ans était notre source d'inspiration et notre mascotte non officielle. Le jour de l'inauguration, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, il y avait une carte avec un simple message. Nous vous souhaitons du succès et du bonheur. Vous le méritez. Vos parents. Il y avait aussi un chèque de banque de 16 000 $. Exactement un cinquième de ce que Jennifer et CIO avaient dépensé pour tenter de me prendre l'UA. J'ai encadré la carte et placé le chèque sur le compte universitaire de l'UA. Parfois, on me demande si je regrette de ne pas avoir accepté l'argent que Jennifer et CIO m'avaient proposé au début. Si je me demande ce qu'aurait été la vie de l'UA avec eux? Si je pense avoir fait le bon choix? La réponse est simple. Je regarde ma fille brillante, drôle, compatissante, pleine de vie. Et je sais, avec une certitude absolue, qu'elle est exactement là où elle doit être. Elle est à moi. Pas parce que je peux lui offrir les choses les plus chères ou la plus grande maison, mais parce que je suis sa mère. Parce que je l'ai portée, mise au monde et que je la choisis chaque jour depuis. Jennifer avait tort sur un point. L'UA n'était pas sa seule chance de devenir mère. Mais l'UA n'a jamais été la chance de Jennifer. Elle était à moi. L'UA a commencé la maternelle cet automne, une fille confiante de 5 ans qui sait qu'elle est profondément aimée. Elle appelle Alex, papa, James est son petit frère de 6 mois. Nous préparons notre mariage pour le printemps prochain. Le restaurant prospère, et j'ai réussi à acheter une maison, rien de luxueux, mais avec un jardin où les enfants peuvent jouer et assez de chambres pour tout le monde. Ma relation avec mes parents va bien maintenant, basée sur le respect mutuel et des limites claires. Ce sont des grands-parents merveilleux qui ne dépassent jamais les bornes, et l'UA les adore. J'ai appris par Daniel que Jennifer était effectivement devenue famille d'accueil et avait offert un foyer temporaire à des dizaines d'enfants au fil des années. Elle ne s'est jamais remariée, mais a trouvé un moyen d'aider les enfants qui avaient vraiment besoin d'elle. Je respecte cela. La semaine dernière, l'UA m'a demandé à propos de la carte encadrée dans mon bureau, celle que mes parents m'avaient envoyée en me souhaitant du succès. Pourquoi est-elle si spéciale, maman? Parce qu'elle me rappelle que parfois les gens font des erreurs, mais qu'ils peuvent apprendre d'elles et s'améliorer. Comme quand j'ai cassé ta tasse préférée, mais que je t'ai aidé à nettoyer et que je me suis excusée. C'est exactement ça, maman. Elle acquiesça sérieusement et demanda aussitôt. On peut faire des biscuits pour papy et mamie ce soir? Bien sûr que oui. En la regardant s'éloigner pour rejoindre son frère, j'ai réalisé que la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir ses ennemis. C'est de construire une vie si belle que leurs tentatives de te blesser deviennent sans importance. L'UA et moi n'avons pas seulement survécu à leur attaque contre notre famille. Nous avons prospéré malgré tout cela, grâce à cela et au-delà. Et ça, je crois que c'est la plus belle victoire de toutes. Commentaire Madame Reddit. Les amis, cette histoire m'a beaucoup touché, car elle montre que être mère n'est pas seulement une question de volonté, mais d'amour véritable, de responsabilité et de respect. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui a le plus d'argent qui obtient le droit de s'occuper d'un enfant, mais celui qui est prêt à être présent, à protéger et à aimer inconditionnellement. Voir Angela se battre pour protéger Rory et construire une vie heureuse pour elle, malgré tant d'adversité, me rappelle que la vraie force réside dans la persévérance et l'amour sincère. Et plus encore, le pardon, même quand tout semble perdu, peut ouvrir des portes pour reconstruire des relations et avancer avec plus de légèreté. J'espère que cette histoire vous inspirera à valoriser vos familles, respecter les limites et ne jamais abandonner ce qui est vraiment important. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous déjà traversé des situations difficiles où vous avez dû puiser beaucoup de force pour surmonter? J'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires. Et voilà qui conclut une nouvelle histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables. Ne manquez pas la prochaine.